Bonjour, bonjour à tous. COBOL, ça vous parle tous, non? Bon. Apparemment, Super. pas grand monde. Hein. Et pour les apps modernes, il y a quand même beaucoup de vieux en fait. Hein. J'avais une autre question, je vais la poser quand même. Hein. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais je veux savoir ça pèse combien un P? C'est léger? Je crois que je me suis chié dessus. Et en plus, j'ai pas de pantalon marron. Alors, bonjour, moi c'est Cédric Deslandes. Je suis analyste coboliste à la Matmut depuis 2012. Alors j'aime l'informatique, j'aime la musique comme vous pouvez voir et j'aime les dinosaures, mais vous comprendrez pourquoi après. Donc moi c'est Elie Le Sueur, ça fait 3 ans que je suis analyste programmeur à la Matmut, donc je suis fan de nouvelles technologies, fashion victim, côté chaussures et vestimentaires, donc là c'est notamment les Nike React, et j'aime l'aubergine. Alors côté Matmut, c'est une entreprise rouennaise créée en 1961 par Paul Beneteau, avec son premier contrat automobile lancé en 1962. Pour des problèmes de droit, Chevalier et Las Palais n'apparaissent plus, mais bon, on vous a mis 2 beaux gosses à la place. Aujourd'hui, Matmut, c'est ça, les Matmut Stories, donc c'est la valeur sûre, et ça représente environ 3,8 millions de sociétaires pour 7,2 millions de contrats. Merci. Donc, si on resitue un peu dans l'échelle du temps, le COBOL, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a 60 ans. Alors, 60 ans par rapport au React, c'est rien, ça c'est la vision à l'échelle humaine, c'est vraiment tout proche. Sauf que pour la plupart des développeurs ici présents pour le salon, la vision c'est plutôt ça, quoi. D'où le côté dinosaure, quoi. COBOL, c'est des écrans noirs. Mais voilà, on est passé maintenant, il y a 60 ans, on était resté que sur les écrans noirs, on est passé maintenant à de nouveaux écrans et en fait, là, je vais vous présenter moi le COBOL et surtout l'occasion qui m'est donnée ici, c'est que je vais me faire un gros kiff, quoi. Voilà, COBOL is back. Donc le COBOL à Matmut, oui, du fait de l'historique, à 60 ans et l'informatique. Le COBOL, ça correspond parfaitement de l'informatique de gestion dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des banques. Et c'est remarqué par sa capacité à traiter les gros volumes. À la Matmut, on est 60 cobolistes pour environ 8000 exécutables COBOL qui tournent. 20 000 composants au total COBOL. Et comme vous pouvez voir, autant pour tous les éléments, en fait, c'est en croissance. Donc COBOL, c'est pas mort. COBOL, c'est en développement. On continue à développer et ça croît. Là, je vais vous montrer en fait les appels de transactions par semaine. C'est quand même 80 millions d'appels au final d'appels de transactions COBOL qui passent par les interfaces, mais qui au final appellent du COBOL. Et en jaune, c'est l'évolution côté des transactions côté Internet. Donc le COBOL progresse et le COBOL se développe de plus en plus et est utilisé de plus en plus à Matmut. Donc le COBOL, c'est bien, pourquoi? C'est simple. C'est un langage séquentiel, c'est performant, j'ai parlé tout à l'heure des gros volumes, c'est robuste, c'est structurellement simple, c'est pas orienté objet, c'est structuré. Et alors quand je dis c'est peu connu du monde des développeurs, des informaticiens et des développeurs. C'est sécure, mais en fait c'est juste pas assez mis en avant et pas assez connu à mon goût, quoi.
Dans le COBOL, les instructions, c'est simple. Pour les affectations, on fait des moves. Pour tout ce qui va être opération algébrique, algébrique, on fait des add, des compute. Pour tout ce qui va être conditionnement, on utilise du if, then else, de l'evaluate. Pour rappel de fonction, on utilise le perform. Tout ça, c'est relativement simple. Et du coup, là, en 5 minutes, on va créer une transaction COBOL qui va pouvoir être utilisée derrière par le .NET et React. Donc là, je me place sur l'éditeur mainframe. Je crée ma transaction COBOL. Alors, en informatique, vous savez tous, on ne part jamais de rien. Hein. Donc, je vais copier à partir d'un squelette de transaction qu'on a déjà. Voilà. Donc, je copie mon squelette de transaction. Donc là, j'ai une transaction qui pourrait tourner tel, mais qui ne fait rien, c'est juste un squelette. Je change, je l'affecte, je lui donne mon nom, le nom que je veux. L'important, ça va être de pouvoir décrire les mappings d'entrée et de sortie qui vont communiquer avec le .NET et React. Donc du coup, ça, j'ai des paragraphes dédiés dans ma working où je vais pouvoir récupérer les mappings, ce qu'on appelle chez nous les copies. Donc je vais récupérer les mappings d'entrée, les mappings pour lesquels on s'est mis en accord avec le .NET et le React pour se synchroniser. Voilà, je l'ai défini dans mon message d'entrée. Je fais la même chose. Je vais faire la même chose avec mon message de sortie. Donc là, je récupère ma copie de sortie. Voilà. Alors les PKIX, voilà, c'est une définition d'une zone d'alphanumérique qui va pouvoir être réutilisée. Donc, je mets un message de sortie. Voilà. Après, au passage, voilà, on voit la zone de communication. Là, comme je n'ai pas d'accès sur aucune base dans mon exemple, je mets en commentaire. La mise en commentaire, c'est juste une étoile dans la première colonne. Hein. Donc, je supprime mes accès bases. C'est une transaction simple hein, qui va juste nous faire le EO code en scène. Hein. Donc, je défile dans ma procédure de division, c'est mon traitement principal. Voilà. Donc, j'accède au paragraphe de traitement principal. Je viens y coller mes instructions, le traitement que je veux réaliser. Donc voilà, c'est les moves, l'affectation que je disais au départ. J'initialise avec du specs dans ma zone de sortie. Je fais un conditionnement par rapport à un message d'entrée. Je viens mettre à jour mon message de sortie. Et donc voilà, je mets ça juste dans mon traitement. Je supprime un petit commentaire qui ne servait à rien, qui était le squelette. Et puis oui, il faut que je... Alors, la gestion des messages d'erreur liés à la lecture de base, je viens les mettre en commentaire. Là. Voilà. Hop. Je sauvegarde mon composant et je viens le compiler pour créer un exécutable. Et c'est... Voilà. Donc là, une fois que j'ai ma compilée faite, l'exécutable, je le teste. Et une fois qu'il est testé, je passe la main au .NET ou au React pour qu'il puisse l'exploiter. Et la partie COBOL, c'est fini et on est heureux. Alors, vous pouvez l'accompagner. Hein. Voilà. C'est le stress. Oh. Bon, on est heureux. Donc le COBOL, c'est terminé. Donc un petit retour à la réalité. Donc back to Reactlity. Il faut savoir qu'à la Batmut, on a
un pattern assez simple d'architecture, c'est un pattern classique en 3 tiers. Donc d'un côté, on va avoir le frontal, l'accès aux données, et on va avoir la couche de données en fait, qui est sur un mainframe ZOS qui va contenir justement le fameux COBOL. Donc pour accéder à ce mainframe ZOS, on utilise des solutions d'IBM, donc IMS Connect et IMS, pour faire le passe-plat justement entre les serveurs. Donc comment passer les données du central vers du .NET? On va faire des mappings de transactions. Donc en fait, là, je vous présente une transaction simple et un mapping basique, parce que oui, vous n'avez pas les bases. Donc la transaction qui va être très simple au niveau en noir avec l'écriture vert, va avoir une chaîne de caractères placée à un endroit donné, et ce qui est représenté derrière en XML par le mapping, avec du coup la déclaration de la variable à un endroit précis. Derrière, ça va nous permettre de transformer cette transaction linéaire en objet .NET. Donc derrière, on va avoir justement un string et locoder en scène property. Donc là, on a commencé la transformation du digital. D'ailleurs, digital qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Hein. Moi, j'en connais qui font du digital, ils sont promptologues, hein, donc ça n'a rien à voir. Et il y en a un autre qui prend plein de coups de pied au cube et il nous est bien utile, c'est Jason Statham. Donc là, c'est marrant parce qu'on a transformé un fichier plat en objet qu'on remet en fichier plat en JSON. Donc comprenez la logique. Hein. Donc le JSON va nous être utile pour les WA. Donc, une fois qu'on a ce serveur 3 tiers et les appels de serveur à serveur, on peut créer nos applications web. Donc pour ce faire, je vais faire une mise en application sur une petite application React pour effectuer un Hello World. Donc là, je vais faire un peu de air coding. Hein, hop. Là, j'ai créé un Hello World sur notre pattern React actuel. Donc on voit bien qu'en fait, j'appelle une WA pour afficher un Hello World sur la page d'accueil. Donc là, si je vais dans mon contrôleur, on voit que j'ai une fonction qui s'appelle getMessage qui retournait un simple hello. Donc là, du coup, je vais décommenter. Je vais appeler un repository message qui va appeler un try-get-message. Celui-ci va être branché à un web service. Et ce web service va contenir la transaction que Cédric avait créée juste avant. Cette transaction va renvoyer le message hello codeur en scène, comme vu dans la vidéo la vidéo d'avant. Donc normalement, si tout se passe bien, la WA se met à jour et la data affiche hello codeur en scène. Donc là, on voit que tout se passe bien. Donc on peut retourner dans notre application React. Donc là, on fait une action d'appel au web service depuis Axios. On va récupérer la réponse qu'on va dispatcher dans notre store. Donc là, justement, c'est le message hello codeur en scène. Donc on a un réduceur qui est un message réduceur qui met l'action à jour depuis le message. Ensuite, on va pouvoir aller dans notre composant, récupérer l'action qui a été mise à jour dans le state. Donc le message réduceur récupère le message depuis le store et met à jour les props du message. Les props du message sont mis à jour et depuis l'IHM, en fait, dans la balise H1, on va pouvoir afficher le message renvoyé par le central. Donc voilà une application très simple. Là, un petit rappel des écrans, donc un écran React avec un appel à une WA. Le rendu final, qui peut avoir une ergo assez sympa. Et là, donc, je vous présente l'application Mamatmut. C'est pour dire qu'en fait, peu importe les technos qu'on va prendre, que ce soit du Vue.js, du React, de l'AngularJS ou de l'Angular, on va être capable de récupérer les données côté COBOL grâce à tout ce qui est interfaçage avec les Web API. On a aussi à Matmut du Big Data, donc les neurones de données. Donc on travaille avec Sagi, qui est une startup rouennaise. Donc là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont sur les stands. On fait aussi de l'IA. De notre côté, on a fait un projet sur les réparateurs agréés. Donc ça va permettre aux sociétaires de trouver un bon garage pour son véhicule en fonction de ses choix par rapport à des évaluations, la marque de véhicule et autres. Et en fait, le garage le mieux pour sa réparation va lui être proposé dans un premier choix. Donc pour nous, l'avenir du SI reste plutôt serein, puisqu'on n'est pas bloqué justement par les données archaïques du COBOL. On reste non bloqué non plus sur les nouvelles technologies, étant donné qu'on peut s'interfacer avec le COBOL.
Et enfin, je peux dire merci justement au WA, puisque sans cet interfaçage, on serait bloqué justement. Donc un grand merci à tous et merci aux équipes. J'en profite pour remercier Kevin et Grégory qui travaillent souvent avec moi. On les remercie jamais assez, donc j'en profite pour glisser un petit merci. Des questions peut-être? Une seule question. Une seule question. Ça marche plus. Ça marche plus. Je sais plus. Ah, une question. C'est toi qui réponds, hein, t'as voulu poser la question. Si c'est COBOL, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. En tout cas, vous avez parlé de COBOL. Et si j'ai bien compris, le COBOL, ça tourne sur des mainframes. Oui, et donc, du ma mainframe. question, c'est comment on fait en 2019 pour maintenir des mainframes qui marchent? Je pense qu'ils ont été sûrement construits il y a très longtemps. Et du coup, je ne sais pas si... 60 ans. Ouais, voilà. Et donc, je sais pas si à la Matmut, comment vous faites. Est-ce que vous avez des électroniciens ou peut-être carrément qui construisent des composants pour maintenir les équipements qui font tourner du COBOL? Parce qu'à ma connaissance, on n'en fabrique plus. Mais peut-être que je me trompe. Ou des archéologues, a priori, d'après la question. Ça tombe pas en panne, c'est robuste, je l'ai dit. Mais non, après, c'est des problèmes plutôt matériels là, que tu parles. Là, nous, c'est au niveau utilisation, il y a tout, ça continue à vivre. Maintenant, des pannes de serveurs, il y en a partout. C'est pas lié à l'historique qui va faire que le COBOL est plus menacé qu'autre chose. Voilà. Ça répond, non? Pas vraiment, non. Non, mais IBM doit vous fournir des serveurs. Oui, c'est ce que. Alors là, quand je disais que je m'étais connecté sur mon éditeur de. Oui, il y a une connexion mainframe. Et oui, on passe par une connexion mainframe, tout à fait. Oui. Merci à vous. Bon, Merci. impeccable, alors surtout. Bon appétit, bien sûr. Merci.